8 novembre 1942. Plage de Sidi Ferruc, Algérie. Les premières unités d'infanterie américaines avancèrent à pied sur la rive en Afrique du Nord, portant une arme qui allait révolutionner la guerre, bien que la plupart d'entre eux ne savaient pas comment l'utiliser. Parmi les caisses d'équipement marquées secret se trouvaient 5000 lance-roquettes M1, bientôt connues sous le nom de bazooka. En l'espace de 18 mois, ce simple tube coûtant $25 à produire allait forcer la réorganisation complète de la tactique blindée allemande et inspirer des tentatives désespérées pour copier l'innovation américaine. Les mathématiques de la guerre blindée étaient sur le point d'être réécrites, non pas par de massifs canons anti-chars ou une ingénierie complexe, mais par un tube d'acier que n'importe quel soldat d'infanterie pouvait opérer après un entraînement minimal. Le bazooka allait transformer les soldats américains de victimes des chars en chasseurs de chars, donnant à chaque escouade le pouvoir de détruire les armes les plus redoutables de la Wehrmacht. La transformation commença au champ de tir d'Aberdeen, dans le Maryland, le 6 mai 1942. Le colonel Leslie Skinner et le lieutenant Edward Hull arrivèrent pour une démonstration de diverses armes anti-chars. Leur lanceur fut littéralement assemblé ce matin-là à partir de matériaux trouvés sur place. Comme documenté dans l'histoire officielle du champ de tir d'Aberdeen, Hull avait découvert un tube d'acier dans un tas de ferraille qui se trouvait avoir le bon diamètre. Les mires étaient fabriquées à partir d'un cintre métallique plié avec des pinces. L'artillerie de l'armée, Army Ordnance, avait programmé des tests de mortiers à douille, Spigot mortar, de conception britannique, des dispositifs complexes pesant plus de 45 kg qui nécessitaient des équipages entraînés. Les généraux assemblés, dont le major général Gladden Barnes, chef de la recherche et de l'ingénierie, prêtèrent initialement peu d'attention au simple tube d'Hull. La démonstration s'avéra décisive. 5 mortiers différents tirèrent sur un char M, 3 Stuart en mouvement depuis 137 mètres. Aucun ne toucha sa cible. Les équipages luttaient avec des systèmes de visée complexes, et les armes lourdes étaient difficiles à pivoter rapidement. Puis, Hull s'avança. Selon son propre récit conservé dans les archives de l'artillerie de l'armée, je portais un masque de soudeur pour ce premier tir, pensant qu'il pourrait y avoir un souffle arrière dangereux. Il n'y en eut pas. Je mis le tube sur mon épaule, alignai ses mires en cintre et pressai la détente. La roquette siffla et frappa directement le flanc du char. Puis je rechargeai en 5 secondes et le touchai à nouveau. Le général Barnes examina l'arme et s'exclama « Dit-on, cela ressemble au bazooka de Bob Burns », se référant à l'instrument de musique artisanale du comédien de radio. En quelques minutes, Barnes commanda 5000 unités pour une production immédiate. Les usines de General Electric commencèrent la fabrication en quelques semaines. D'octobre 1942, General Electric et d'autres sous-traitants produisaient 5000 bazookas par mois. La vitesse était sans précédent, d'un prototype improvisé à la production de masse en 5 mois. Chaque lance-roquette M1 ne nécessitait que 9 kg d'acier, une soudure basique et des composants électriques simples pour un coût total de $25. Les roquettes M6 coûtaient $8 chacune à produire. Les caractéristiques de l'arme étaient remarquablement simples. Un tube d'acier sans soudure, long de 1,37 m, d'un diamètre de 60 mm, pesant 5,9 kg. 2 piles sèches dans la crosse fournissaient l'allumage électrique. La roquette était insérée par l'arrière. Une roquette tirée pouvait pénétrer 76 à 102 mm de blindage à 275 mètres. Le capitaine Franklin Johnson, officier instructeur à Fort Benning, documenta dans son rapport officiel « Nous pouvions former un homme à utiliser efficacement le bazooka en un après-midi. Le même soldat aurait eu besoin de semaines pour maîtriser un canon anti-char de 37 mm. Plus important encore, 2 hommes avec un bazooka pouvaient aller partout où l'infanterie pouvait aller. L'opération Torche, l'invasion alliée de l'Afrique du Nord, commença le 8 novembre 1942. Parmi les 107 000 soldats américains et britanniques se trouvaient des unités de la 1re division d'infanterie, de la 1re division blindée
et du 509e régiment d'infanterie parachutiste, équipé des premiers bazookas à voir le combat. Les débuts furent presque catastrophiques. Comme les historiens Michael et Gladys Green l'ont documenté, le général Eisenhower découvrit la veille du débarquement que les troupes n'avaient reçu aucune formation sur la nouvelle arme. Les bazookas étaient arrivés dans des caisses scellées marquées « secret » avec l'ordre de ne pas les ouvrir avant le début de l'opération. Aucun matériel de formation n'était inclus. Selon le rapport d'après-action de la 1re division d'infanterie, les soldats durent comprendre le fonctionnement de l'arme sous le feu. Beaucoup des premières roquettes M6, endommagées par l'humidité durant la traversée maritime, refusèrent de tirer ou explosèrent prématurément. Le 509e régiment d'infanterie parachutiste rapporta que sur leurs 20 premières roquettes tirées au combat, seules 7 fonctionnèrent correctement. Malgré ces problèmes, certaines unités rencontrèrent le succès. Le journal de combat de la 1re division blindée pour le 10 novembre 1942 consigne « Équipe anti-char a détruit 2 chars français de Vichy-Renault avec une nouvelle arme roquette près de Port-Lyautey. Arme efficace lorsqu'elle fonctionne correctement. » La capture par les Allemands de bazookas américains se produisit durant la bataille du col de Kasserine, du 14 au 24 février 1943, lorsque des éléments des 10e et 21e divisions Panzer de l'Afrika Korps submergèrent les positions américaines près de la ville de Sidi Bouzid. Ils capturèrent des quantités substantielles d'équipements au 2e corps américain en retraite. Selon les archives militaires allemandes, 5 bazookas M1 intacts et environ 20 roquettes M6 furent immédiatement envoyées à Berlin pour analyse. Le centre d'essai d'armes de la Wehrmacht à Kummersdorf reçut les armes le 28 février 1943. Les rapports techniques allemands de mars 1943, aujourd'hui conservés aux archives fédérales, révèlent leur évaluation. Le lance-roquette américain représente une solution simple pour la capacité anti-char de l'infanterie. Poids, 6 kg. Besoins de production minimaux. Efficacité. Pénètre 80 mm de blindage à 100 mètres. Cette arme peut être produite en masse en utilisant des installations industrielles basiques. Les Allemands commencèrent immédiatement à développer leur propre version, augmentant le diamètre de la tête militaire de 60 mm à 88 mm. En septembre 1943, le Raketen-Panzerbüchse 43 Panzerschreck entrait en production. Les registres de production allemands montrent qu'ils fabriquèrent 289 151 Panzerschrecks durant la guerre. Impressionnant, mais encore loin de la production américaine. L'opération Husky, l'invasion de la Sicile commençant le 10 juillet 1943, marqua la maturité du bazooka en tant que système d'armes. Les forces américaines déployèrent désormais le modèle amélioré M1A1 avec de meilleurs contacts électriques et la roquette M6A1 plus fiable. Le plus notable succès du bazooka en Sicile se produisit près de Biscari en juillet 1943. Selon les rapports des observateurs de l'artillerie de l'armée US, une équipe de bazooka M1A1 de la 82e division aéroportée réalisa un coup extraordinaire sur un char Tigre 1, pénétrant à travers la fente de vision du conducteur, l'un des rares points vulnérables du véhicule. Bien que cela représentait un tir d'élite exceptionnel plutôt qu'une performance typique, cela démontra le potentiel de l'arme. Le journal de guerre de la division Panzer Hermann Göring, pour le 11 juillet 1943, nota « L'infanterie ennemie équipée d'armes à roquettes capables de détruire des blindés à 100 à 150 mètres. Les commandants de chars doivent exercer une prudence accrue en zone urbaine. » Le colonel James Gavin, commandant le 505e régiment d'infanterie parachutiste, rapporta « Le bazooka a donné à l'infanterie américaine de la confiance face aux blindés ennemis. En Sicile, nous avons détruit 17 chars allemands avec des bazookas. L'effet psychologique dépasse même la destruction physique. » Durant la campagne d'Italie, commençant en septembre 1943, le bazooka évolua d'une arme anti-char à un solutionneur universel de problèmes. Le terrain montagneux et les villes médiévales offrirent des conditions idéales pour son emploi. La bataille d'Ortona en décembre 1943 démontra la polyvalence de l'arme.
Selon les archives militaires canadiennes, les équipes de bazooka développèrent des tactiques de percement de souris, mouse hauling, ouvrant des passages à travers les bâtiments plutôt que d'utiliser les rues dangereuses. Le journal de guerre de la 1e division d'infanterie canadienne consigna « Les lance-roquettes américains se sont avérés inestimables dans les combats de rue, utilisés contre des maisons fortifiées avec un bon effet. » En janvier 1944, la production américaine avait atteint 20 000 bazookas par mois. Le modèle M9 fut introduit avec une conception démontable pour les troupes aéroportées et un allumage magnéto éliminant les piles. La roquette M6A3, avec son nez émoussé, empêchait la déviation sur un blindage incliné. Les rapports de la 5e armée durant la campagne d'Italie documentaient que chaque bataillon d'infanterie possédait désormais 24 à 36 bazookas. L'arme était devenue un équipement standard, aussi commun que les mitrailleuses. La prolifération des bazookas força des changements fondamentaux dans la doctrine blindée allemande. La directive d'entraînement de la Wehrmacht 43/18, émise en décembre 1943, stipulait « Les chars n'opéreront pas en zone urbaine sans soutien d'infanterie. Tous les bâtiments doivent être nettoyés avant que les blindés n'avancent. Distance minimale de 100 mètres des structures non nettoyées. Les jupes latérales, Schürzen, doivent être maintenues sur tous les véhicules. » Les équipages de chars allemands commencèrent à souder des maillons de chenilles supplémentaires, des sacs de sable et du béton sur leurs véhicules pour une protection supplémentaire. La patte antimagnétique Zimmerit, appliquée de décembre 1943 à octobre 1944, était en partie une réponse à la menace des charges creuses. Un document capturé de la 2e division SS Panzer, daté de mars 1944, déclarait « Les lance-roquettes américains présents dans chaque unité d'infanterie. Les tactiques de vitesse et de choc ne sont plus viables. Une avance méthodique avec écran d'infanterie est requise. » Au jour J, le 6 juin 1944, le bazooka était devenu intégral à l'organisation de l'infanterie américaine. Parmi les 156 000 soldats alliés débarquant en Normandie, se trouvaient des milliers d'équipes de bazookas équipées du dernier modèle, M9A1, avec une mire optique. Le bocage normand, avec ses haies denses créant des positions défensives naturelles, s'avéra idéal pour l'emploi du bazooka. Les registres de la Première Armée montrent que dans les 6 semaines suivant le jour J, les bazookas comptèrent pour 12% des pertes de véhicules blindés allemands dans le secteur américain. Le rapport d'après-action de la 29e division d'infanterie pour juin à juillet 1944 nota que les équipes de bazookas opérant dans le bocage obtenaient des taux de réussite élevés contre les blindés ennemis. Les chars allemands de plus en plus réticents à avancer sans une reconnaissance d'infanterie extensive. Les registres de production allemands révèlent la réalité industrielle derrière leur réponse au bazooka. Le Panzer Schreck, bien que techniquement supérieur avec sa tête de 88 mm, capable d'une pénétration de 160 mm de blindage contre environ 100 mm pour le bazooka, était plus complexe à fabriquer. Comparaison de production issue des archives allemandes et américaines, Panzer Schreck, 18 heures hommes à produire, coût 150 Reichsmarks. Bazooka M9, 2,4 heures hommes à produire, coût $25. En août 1944, l'Amérique avait produit plus de 400 000 bazookas. L'Allemagne parvint à produire 289 150 et un Panzer Schreck durant toute la guerre. Les Américains surpassèrent les copies allemandes par près de 2 pour 1, tout en produisant des armes plus simples et plus portables. L'offensive allemande dans les Ardennes en décembre 1944 fut un test sévère pour le bazooka dans des conditions hivernales. Les entretiens de combat de la 99e division d'infanterie menés immédiatement après la bataille documentèrent de nombreux engagements au bazooka. L'adjudant-chef Donald Bracken, 384e régiment d'infanterie, rapporta avoir détruit un char Panther près de Rocherath le 17 décembre 1944. La roquette a frappé le panneau arrière du moteur. Le char a pris feu et l'équipage l'a abandonné. La portée était d'environ 70 mètres. Le froid extrême créa des problèmes documentés. Les pannes de piles dans les modèles M1A,
Un encore en service obligeait les soldats à réchauffer les piles sous leurs vestes. La 2e division d'infanterie rapporta que le propergol des roquettes brûlait différemment en température inférieure à 0, affectant la portée et la précision. Malgré ces défis, les registres du 18e corps aéroporté montrent que les bazookas détruisirent ou mirent hors de combat 89 véhicules blindés allemands durant la bataille des Ardennes. Un des emplois les plus remarquables du bazooka vint du major Charles Carpenter de la 4e division blindée. Comme documenté dans sa citation de l'Étoile d'Argent et confirmé par de multiples témoins, Carpenter monta 6 bazookas M9 sur son avion d'observation L-4 Grasshopper. Son palmarès de combat vérifié par les registres de la 4e division blindée. 20 septembre 1944. 2 chars Panther détruits près d'Aracourt. Octobre 1944. Un Panzer IV détruit. Novembre 1944. 3 véhicules blindés détruits. L'avion de Carpenter, avec ses supports de fixation pour les bazookas, fut retrouvé dans un musée autrichien en 2017 et a été restauré. Son innovation démontra la polyvalence de l'arme au-delà de l'usage d'infanterie conventionnelle. Statistiques finales de production issues des registres de l'artillerie de l'armée US. Production de bazooka, M1, 112 790 unités, M1A1, environ 60 000 unités, M9, 26 087 unités, M9A1, environ 277 800 unités, M18, aluminium, 500 unités, total, 476 628 unités, production de roquettes, 1942, 1000, 1943, 2 847 000, 1944, 8 566 000, 1945, 4 615 000, total 15 629 000, coûts unitaires 1945, bazooka M1/M9, 19 à 25 $, roquette M6 à 3, 8,85 $, système complet, lanceur plus 10 roquettes, environ 110 $. Pour comparaison, selon les registres de production allemands, char Panzer IV, 103 000 Reichsmark, environ 41 000 $. Char Panther, 117 000 Reichsmark, environ 47 000 $. Char Tigre 1, 250 000 Reichsmarks, environ 100 000 $. L'artillerie de l'armée US mena une analyse extensive de l'efficacité du bazooka en 1945. Leur conclusion, portée moyenne d'engagement, 70 mètres. Probabilité de coup au but à 50 mètres, 85%. Probabilité à 100 mètres, 42%. Probabilité à 150 mètres, 18%. Pénétration de blindage, 89 à 102 mm avec la roquette M6 à 3. Analyse de destruction de chars du théâtre européen, registre de la première armée. Chars détruits par d'autres chars, 38%. Chars détruits par canons anti-chars, 31%. Chars détruits par avion, 14%. Chars détruits par bazooka, 12%. Chars détruits par mine, 5%. Ces statistiques sous-estiment probablement l'efficacité du bazooka car de nombreux chars allemands furent abandonnés quand ils étaient menacés par des équipes de roquettes plutôt qu'effectivement détruits. Les interrogatoires d'après-guerre d'officiers allemands, menés par l'US Strategic Bombing Survey, révélèrent des thèmes constants sur l'impact du bazooka. Le feldmaréchal Albert Kesselring, commandant allemand en Italie, déclara lors de son interrogatoire que les lance-roquettes américains avaient forcé des changements fondamentaux dans la doctrine tactique allemande. Les tactiques de vitesse et de choc qui avaient apporté la victoire en 1940 à 1941 étaient annulées par la menace des armes antichars d'infanterie. Le général Heinz Guderian, dans ses écrits d'après-guerre, reconnut que la prolifération d'armes antichars d'infanterie comme le bazooka invalidait l'opération indépendante des blindés qui avait été centrale à la doctrine allemande. La menace du bazooka influença le développement des chars allemands à partir de 1943.
Les registres de production de véhicules blindés allemands montrent l'ajout de jupes Schürzen et de surblindages latéraux au modèle Panzer 3/4 à partir d'avril 1943. Application de la pâte Zimmerit à partir de septembre 1943. Blindage latéral accru sur le modèle Panther G. Développement de variantes de soutien d'infanterie avec un armement antipersonnel renforcé. Ces modifications ajoutèrent du poids et de la complexité aux véhicules allemands, réduisant leur avantage de mobilité, tandis que les chars américains restaient relativement simples et fiables. Les registres du pré-bail documentent la distribution du bazooka aux forces alliées. Union soviétique, 8000 unités. Royaume-Uni, 12 000 unités. Forces françaises libres, 15 000 unités. Forces nationalistes chinoises, 3 000 unités. Autres nations alliées, 23 628 unités. Les archives militaires soviétiques indiquent que l'armée rouge trouva le bazooka efficace, mais préféra ses propres fusils anti-chars et plus tard le RPG-2, développé partiellement à partir des principes du bazooka. Bien que moins médiatisé que son usage européen, le bazooka s'avéra précieux dans le Pacifique. Les registres du corps des Marines de Saipan, juin à juillet 1944, montrent que les bazookas détruisirent 28 chars japonais et d'innombrables positions fortifiées. La polyvalence de l'arme fut démontrée par les différents types de roquettes M6A3, standard, charge creuse anti-char, M10, phosphore blanc incendiaire/fumigène, M7A3, cartouche d'exercice. Les unités de Marines apprécièrent particulièrement les roquettes au phosphore blanc pour nettoyer les complexes de grottes et détruire les bunkers japonais. À Iwo Jima, la 5e division de Marines utilisa 1847 roquettes de bazooka en 6 semaines de combat. La pertinence continue du bazooka fut prouvée en Corée lorsque les bazookas M9A, un initio, se révélèrent inadéquats contre les chars T-34-85 en raison de munitions dégradées. Cependant, le développement rapide et le déploiement du M20 Super Bazooka avec sa roquette de 89 mm démontrèrent l'adaptabilité du système d'armes. Le rapport de combat du sergent des Marines Robert Bennett de Pusan, septembre 1950, déclara « Les nouveaux bazookas de 3,5 pouces ont arrêté net les T-34. Premier tir, première touche à 115 mètres. Le changement psychologique fut immédiat. Cette adaptation rapide, de l'identification du problème au déploiement de la solution en moins de 90 jours, démontra la flexibilité de la conception simple du bazooka. Le bazooka incarnait la philosophie industrielle américaine de la Seconde Guerre mondiale. Analyse des méthodes de production. Simplicité de fabrication. Toute usine avec un équipement de soudure basique pouvait produire les tubes. Pas d'alliages spéciaux ou d'usinage de précision requis. Temps d'assemblage, 2,4 heures hommes par unité. Temps de formation pour les ouvriers d'assemblage, 2 jours. Efficacité de distribution. En 1944, chaque compagnie d'infanterie US avait 5 bazookas. Chaque bataillon d'infanterie en avait 25 à 35. Les munitions étaient facilement disponibles via les chaînes d'approvisionnement standard. Cela contrastait nettement avec la philosophie de production allemande qui privilégiait la supériorité technique à la quantité. La focalisation de la Wehrmacht sur des armes complexes à haute performance limitait sa capacité de production et d'entretien sur le terrain. Les registres d'entraînement de l'armée US documentent l'impact du bazooka sur la doctrine d'infanterie. Avant le bazooka, 1941, l'entraînement anti-char de l'infanterie se concentrait sur les fusils anti-chars, inefficaces contre les chars moyens, les grenades anti-chars, les attaques suicidaires à courte portée, les cocktails Molotov, des mesures désespérées. Après le bazooka, 1943 à 1945, chaque soldat d'infanterie était formé à l'opération du bazooka, cours de base de 2 heures, tactique de chasse aux chars, défense anti-char coordonnée. La transformation psychologique fut documentée dans les rapports des écoles d'infanterie. Le bazooka a donné aux soldats d'infanterie de la confiance face aux blindés. La panique antérieure face aux chars a été remplacée par une chasse agressive aux chars.
Les unités de combat développèrent des tactiques innovantes documentées dans les rapports d'après-action. Combat urbain de la 3e division d'infanterie, Italie. Équipe de 2 hommes opérant depuis les étages supérieurs, ciblant les blocs de vision et les anneaux de tourelles des chars. Percée de souris, mouse hauling, à travers les bâtiments. Combat en bocage de la 29e division d'infanterie, Normandie. Position dissimulée dans les haies, ciblage des blindages latéraux et arrière, embuscade coordonnée à multi-équipes, guerre d'hiver de la 99e division d'infanterie, Ardennes, réchauffage des roquettes sous les vêtements, camouflage dans la neige pour l'approche, ciblage des compartiments moteurs pour les incendies, analyse de rapport coût-efficacité par l'artillerie de l'armée. Pour détruire un char allemand en utilisant des chars, perte moyenne de 2,5 Sherman par char allemand détruit, environ 187 500 $ de perte en char. En utilisant des canons anti-chars, coût du canon et de la formation de l'équipage, environ 45 000 $. En utilisant des avions, incluant les pertes d'avions et les munitions, environ 85 000 $. En utilisant des bazookas, moyenne de 5 roquettes et perte occasionnelle de lanceurs, environ 50 $. Cet avantage de coût de 1000 à 1 rendit le bazooka économiquement révolutionnaire. Pour le prix d'un char Sherman, 75 000 $, l'armée pouvait acheter 3000 bazookas et 20 000 roquettes. Le principe du bazooka, des armes anti-chars portables simples, devint universel dans la doctrine militaire. Descendant direct, M72 Lave, États-Unis, A, T4, Suède, Carl Gustaf, Suède, série RPG soviétique. Plus de 40 nations produisirent des variantes ou des copies du bazooka. Le concept fondamental de donner une capacité anti-char portable à l'infanterie reste central à l'organisation militaire mondiale. Le musée des chars allemands à Münster inclut une exposition permanente sur les armes anti-chars présentant le bazooka américain. Leur panneau officiel déclare « Le lance-roquette américain M, un bazooka, révolutionna la guerre anti-chars. Simple, bon marché et efficace. Il pouvait être opéré par n'importe quel soldat avec un entraînement minimal. Les forces allemandes capturèrent des exemplaires en Tunisie en 1943 et reconnurent immédiatement son potentiel, développant le Panzerschreck en réponse. À la fin de la guerre, la présence de bazookas dans chaque unité américaine avait neutralisé la supériorité blindée allemande. Le bazooka subit une amélioration continue basée sur les retours du combat. M1, juin 1942, version originale, allumage par pile, 112 790 produits, M1A1, juin 1943. Tube renforcé, contact amélioré. Environ 60 000 produits. M9, octobre 1943. Conception en 2 pièces, allumage magnéto, 26 087 produits. M9A1, juin 1944. Mire optique, couplage amélioré. Environ 277 800 produits. M18, avril 1945. Construction en aluminium, 500 produits avant la fin de la guerre. Le développement des roquettes suivit celui du lanceur. M6, nez pointu, pénétration 76 mm, M6A3, nez émoussés empêchant la déviation, pénétration 102 mm, M10, tête au phosphore blanc, M7A3, cartouche d'exercice. L'étude complète de l'Institut d'histoire militaire de l'armée US en 1962 conclut « Aucune arme unique ne changea plus la dynamique du champ de bataille que le lance-roquette M1/M9 bazooka ». Il démocratisa la guerre anti-char, donnant à chaque unité d'infanterie la capacité de vaincre les blindés. Le développement par l'Allemagne de ses propres armes à roquettes en réponse valida le concept. En termes de rapport coût-efficacité, d'impact tactique et de signification stratégique, le bazooka se classe parmi les armes les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. L'analyse des registres opérationnels allemands révèle l'effet stratégique du bazooka. Avant le bazooka, 1940 à 1942. Les blindés allemands opéraient indépendamment avec confiance. L'infanterie fuyait à l'approche des chars. Les tactiques de percée et d'exploitation réussissaient.
Après le bazooka, 1943 à 1945. Les blindés nécessitaient un soutien d'infanterie constant. Chaque bâtiment et haie devint un site d'embuscade potentiel. Les opérations de percée devinrent coûteuses et lentes. Ce changement opérationnel, documenté dans les journaux de guerre de la Wehrmacht, altéra fondamentalement la dynamique du champ de bataille européen. La production du bazooka représenta l'apogée de la capacité industrielle américaine. Production de pointe, mars 1945. 42 000 lanceurs produits, 540 000 roquettes produites, 237 sous-traitants impliqués, 34 États avec des sites de production. Ce modèle de production distribué rendit la chaîne d'approvisionnement résiliente. Aucun raid de bombardement ou sabotage ne pouvait impacter significativement la disponibilité du bazooka, contrairement à la production allemande concentrée dans des installations vulnérables. La simplicité du bazooka permit son adoption généralisée. Les registres d'entraînement montrent qu'un soldat moyen atteignait une compétence de base en 2 heures. La compétence au combat était généralement atteinte après 5 tirs d'exercice. Pas d'exigence physique spéciale, contrairement aux fusils anti-chars. Utilisation efficace par des soldats de tous horizons. Cette démocratisation de la capacité anti-char signifiait que n'importe quelle escouade d'infanterie pouvait engager des blindés, changeant fondamentalement la dynamique du champ de bataille. La comparaison avec les armes anti-chars contemporaines révèle les avantages du bazooka. Piat britannique, poids 14,5 kg contre 6,8 kg pour le bazooka. Portée 90 mètres contre 275 mètres. Problème de fiabilité par temps humide. Mécanisme à ressort complexe nécessitant de la force. Fusil anti-char soviétique. PTRD. Poids 17 kg. Efficacité limitée contre les chars moyens. Recul sévère nécessitant des soldats robustes. Tir unique nécessitant un tir de précision. Panzerfaust allemand. Arme à usage unique, jetable. Très courte portée, 30 à 60 mètres. Pas de système de visée, zone de souffle arrière dangereuse. Le bazooka offrait la meilleure combinaison de portabilité, d'efficacité, de portée et de réutilisabilité. L'impact stratégique du bazooka s'étendit au-delà de son emploi tactique. Structure des forces, permit des divisions d'infanterie plus légères et mobiles. Logistique, approvisionnement en munitions simples comparé aux canons anti-chars. Formation, conversion rapide de civils en chasseurs de chars. Psychologie, transforma l'infanterie de victimes en chasseurs. Économie, avantage de coûts massifs sur les armes anti-chars traditionnelles. Ces facteurs combinés donnèrent aux forces américaines un avantage significatif dans les opérations interarmes. Le bazooka réussit par sa simplicité plutôt que par sa sophistication. Alors que l'Allemagne développait des armes techniquement supérieures, la capacité de l'Amérique à produire en masse et à distribuer largement une technologie suffisamment bonne s'avéra décisive. À la fin de la guerre, pratiquement chaque escouade d'infanterie américaine possédait une capacité anti-char. Cette prolifération de la puissance de feu au plus bas niveau tactique exemplifia la doctrine militaire américaine, faire confiance aux soldats citoyens avec des armes puissantes et la formation pour les utiliser efficacement. Les Allemands étaient entrés dans la Seconde Guerre mondiale avec les forces blindées les plus puissantes du monde, leurs chars dominant les champs de bataille de la Pologne à la France. Ils furent finalement vaincus en partie par des adolescents américains portant des tubes d'acier qui coûtaient moins cher qu'un vélo. Le bazooka prouva que dans la guerre industrielle moderne, la capacité à produire en masse et distribuer des armes simples et efficaces pouvait surmonter la supériorité technique. Il démontra que l'innovation ne nécessitait pas la complexité. Parfois, la meilleure solution était la plus simple qui pouvait être fabriquée par milliers. Le développement du bazooka, du tube improvisé d'Edward Hull avec ses mires en cintre à une arme qui aida à vaincre l'Allemagne nazie, représente la démocratie industrielle américaine à son meilleur. En seulement 3 ans, de mai 1942 à mai 1945, les usines américaines produisirent 476 628 bazookas et plus de 15 millions de roquettes, altérant fondamentalement la nature du combat terrestre. L'impact de l'arme fut à la fois physique et psychologique. Physiquement,
Il donna à l'infanterie le pouvoir de détruire les chars à des portées de combat pratiques. Psychologiquement, il transforma les soldats de victimes potentielles en chasseurs actifs. Les forces blindées allemandes, qui avaient révolutionné la guerre avec les tactiques de Blitzkrieg, se retrouvèrent ralenties au point de ramper par la menace des équipes de roquettes cachées dans chaque bâtiment, haies et tas de gravats. Le bazooka réussit non pas par une sophistication technique, mais par une simplicité pratique. Il pouvait être fabriqué rapidement, distribué largement et opéré efficacement par n'importe quel soldat avec un entraînement minimal. Cette combinaison de simplicité, d'efficacité et de production de masse incarnait l'approche américaine de la guerre, submerger l'ennemi par la puissance industrielle plutôt que par la seule brillance tactique. Aujourd'hui, chaque armée du monde équipe son infanterie d'armes anti-chars portables descendant direct du principe du bazooka. Le concept fondamental, donner aux soldats individuels le pouvoir de vaincre les véhicules blindés, reste aussi pertinent maintenant qu'il l'était lorsque le lieutenant Edward Hull tira cette première roquette de son lanceur improvisé au champ de tir d'Aberdeen en 1942. Le bazooka était plus qu'une arme, c'était la démocratie rendue manifeste en acier et en explosifs. Il prouva que des ouvriers libres dans des usines américaines pouvaient produire des armes simples en de telles quantités qu'elles submergeraient les produits de l'ingénierie allemande. Il valida la foi américaine dans le soldat citoyen, faisant confiance à des hommes ordinaires avec une puissance de feu extraordinaire. Les Allemands furent choqués de découvrir que leur vantée force blindée pouvait être arrêtée par un simple tube coûtant moins qu'une semaine de salaire d'un ouvrier d'usine. Mais ce choc révéla une vérité fondamentale sur la guerre moderne. Dans un conflit industriel, la nation qui peut produire le plus d'armes et les distribuer le plus largement prévaudra sur la nation qui produit les meilleures armes en quantité limitée. Le bazooka était, selon les mots inscrits à l'ancien musée de l'artillerie de l'armée US, la preuve que l'ingéniosité et la production de masse américaine pouvaient triompher de la complexité et du savoir-faire artisanal. Des plages de Normandie aux montagnes d'Italie, des haies de France aux forêts des Ardennes, le bazooka donna aux soldats américains l'outil dont ils avaient besoin pour tenir tête aux blindés allemands. Ce simple tube, né de ferraille et de fils de cintre, aida à écrire le dernier chapitre du Troisième Reich, une roquette à la fois.